messieurs, bienvenue au Forum d'El Moudjahid. Nous allons tenter ce matin de répondre à la question de savoir est-ce qu'il est possible que l'Algérie puisse un jour récupérer son argent. Pour ce faire, nous avons avec nous deux experts, chacun dans son domaine. Maître Hind Benmiloud, avocate à la Cour suprême et Conseil d'État et spécialisée dans le droit des affaires, qui va essayer de nous éclairer sur les aspects juridiques de la question, et M. Boukhari Mohamed, économiste, enseignant universitaire et expert financier. N'est-ce pas, M. Boukhari? Professeur, voilà, qui va, quant à lui, nous répondre sur l'aspect financier et bancaire de la question. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue chez nous et bienvenue au Forum d'El Moudjahid. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Merci. Donc, on estime l'argent transféré, détourné à l'étranger dans les environs 200 milliards de dollars. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins. Est-ce que l'Algérie a les moyens aujourd'hui et les mécanismes de pouvoir récupérer tout cet argent? On va commencer avec Madame Maître Benmiloud. Alors, d'abord, il faut être très précis. Oui. Quand on dit l'argent détourné, est-ce qu'on a fait une évaluation de ces montants-là et comment? Qui a transféré? Qu'est-ce qui a été fait? C'est toutes ces questions qui doivent être un préalable. On ne peut pas dire qu'il y a 100 milliards de dollars à l'extérieur, mais on ne sait pas qui, quoi, comment. D'accord. Donc ça, c'est déjà les préalables. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avoir une évaluation certaine des montants qui ont été détournés et qui ont été transférés à l'étranger. Est-ce qu'on peut faire cette évaluation à l'état actuel où les procès sont encore en cours, on ne connaît pas déjà tous les hommes d'affaires qui ont détourné? Est-ce qu'on peut faire cette évolution actuellement? Oh, ça va être difficile. Oui. Ça va être très difficile d'abord parce que qu'est-ce qu'on entend par argent détourné? Est-ce que c'est l'argent de la surfacturation? Est-ce que c'est l'argent de la corruption et des commissions? Est-ce que c'est l'argent de X produits? Vous ne pouvez pas aujourd'hui avec précision déterminer qu'il y a eu tel ou tel montant qui a été transféré en Algérie. À l'étranger, d'Algérie vers l'étranger. C'est impossible. Il faut qu'il y ait d'abord des procédures, des enquêtes, des vérifications, des dossiers ouverts qui sont des dossiers qui relèvent certes du pénal, mais qu'on doit regarder avec un autre œil. Un autre œil. Bien. Et si on détermine et on évalue, est-ce que l'Algérie a les mécanismes, les moyens juridiques pour rapatrier tout cet argent? Alors, théoriquement, oui. Donc, nous avons un dispositif législatif qui permet effectivement de récupérer les avoirs qui peuvent être confisqués, qui peuvent être saisis, qui peuvent être gelés à l'étranger et ici. Nous avons un texte de loi qui est celui de 2006, c'est la loi 0106 qui concerne la lutte et la prévention contre la corruption. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte de loi est tiré, mais alors du mot à mot, de la Convention des Nations Unies contre la corruption. D'accord. C'est vraiment le mot à mot. Nous disposons de textes, nous avons les moyens juridiques pour effectivement demander à ce qu'il soit saisi, gelé ou confisqué dès lors il y a une décision de justice, peu importe. Mais en tout état de cause, nous avons ces moyens-là au plan juridique. Maintenant, c'est tout un autre mécanisme qu'il faut mettre en place. Il faut d'abord la volonté de l'État de commencer les procédures et en Algérie et à l'étranger dès lors où on a la preuve absolue. Attention, la preuve, ce n'est pas des rumeurs, ce n'est pas des on-dit, ce n'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère, c'est tout un travail de fond qui doit se faire. Il faut évaluer tous les fonds qui ont été transférés. Il y a des patrimoines immobiliers qui sont là et qui sont à l'étranger. Comment faire? Vous avez d'autres pays qui relèvent de juridictions et de justice différentes de l'Algérie. Mais nous avons quand même un atout, c'est que la Convention des Nations Unies sur la corruption a été quand même ratifiée par beaucoup de pays. Dans l'Algérie? Bien sûr, d'accord, en 2006. Dont l'Europe, la France et le Moyen-Orient.
Parlons par exemple des Émirats arabes, parlons de l'Arabie saoudite, où on dit qu'il y a beaucoup de fonds qui sont transférés dans ces pays, qui sont devenus aussi une sorte de paradis fiscaux. Bien. Monsieur Boukhari, est-ce que du côté financier et bancaire, est-ce que c'est possible, en dehors de la législation, est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau des banques pour pouvoir récupérer l'argent qui a été transféré? Donc les mécanismes en fait sont basés sur des textes juridiques de toute façon. Et de deuxième manière, je pense qu'il y a possibilité, en appliquant certains algorithmes, certaines étapes à mettre en œuvre, et qu'on pourra récupérer une bonne partie de ces fonds, à condition bien sûr qu'il y ait mise en place de structures adéquates. D'accord. Et qui c'est qui doit gérer, qui doit prendre en charge les plaintes? Est-ce qu'une association peut déposer plainte au niveau international? Alors aujourd'hui, selon la Convention des Nations Unies, oui. D'ailleurs, on encourage la société civile à réagir dans certains cas et à se porter partie civile lorsqu'il y a des preuves certaines et avérées dans certains pays. Certaines associations l'ont fait d'ailleurs, contre des ex-dirigeants africains, et pour bloquer le patrimoine mobilier de ces ex-présidents africains, et pour récupérer au nom de l'État africain. On dit que même s'il existe une convention internationale, on dit que les mécanismes d'application des dispositions dans la convention n'ont pas été mis en marche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des exemples de pays qui ont récupéré leur argent sur la base de cette convention internationale? Les pays qui ont déposé plainte. Entendons-nous bien. Hein, oui. Parce que ce n'est pas systématique. Si vous ne déposez pas plainte contre un tiers qui détient un compte ou un patrimoine immobilier à l'étranger, si vous ne faites pas ça, effectivement, le pays qui reçoit cette plainte ne va pas vous donner bloquer ou geler les avoirs. Moi, je sais que, par exemple, quand il y a eu l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, il y avait des sociétés qui avaient des comptes un peu partout en Europe, mais c'était des sociétés qui n'étaient même pas encore condamnées. Et à l'époque, l'Algérie avait demandé à ce qu'on gèle et on saisisse et on bloque les comptes. Ça a été fait? Oui, bien sûr. Les personnes, jusqu'à aujourd'hui, ont toutes les peines du monde, puisqu'il y a eu des décisions qui étaient favorables, donc toutes les peines du monde pour récupérer cet argent. Il n'y a pas eu de plainte déposée pour le dossier Khalifa, par exemple? Vous n'êtes pas au courant? Non, honnêtement. Parce qu'on n'a pas récupéré jusqu'à maintenant, on n'a rien récupéré de l'argent de Khalifa. Parce que les procédures n'ont pas été faites. D'accord. L'État n'a pas engagé une procédure de récupération des biens qui ont été quittés à l'étranger. Enfin, de ce que je connais à l'étranger, je sais de l'époque de l'affaire Khalifa, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de biens en son nom à l'étranger. Ceci étant, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans les textes de loi concernant la corruption, c'est qu'on parle aussi bien des ascendants, descendants et collatéraux. C'est-à-dire que si vous avez mis le bien au nom de votre issu d'une infraction, hein, vous l'avez mis au nom de votre enfant, votre épouse, votre cousin, et qu'il y a cette preuve que avant ces personnes n'avaient aucun moyen et que subitement du jour au lendemain elles deviennent riches, le juge est en droit de faire la saisie sur les comptes ou sur les biens de ces personnes-là. Et comment estimez-vous les affaires de corruption jugées actuellement en tant qu'avocate, maître? Écoutez, je ne suis pas sûre d'abord que les qualifications de ces affaires qui font la une des journaux aujourd'hui concernent d'abord la corruption. Est-ce que vous avez vu l'intérieur quand on voit la qualification de l'infraction, elle est mineure, c'est une qualification mineure, c'est pas ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de qualification de corruption, de trafic d'influence ou autre. Il y a eu trafic d'influence quand même. Trafic d'influence pour les hommes politiques. Abus de pouvoir, trafic d'influence pour les hommes politiques, oui. Moi, je ne parle pas de ces gens-là. Pour moi, ce sont des facilitateurs, parce qu'on n'aurait pas pu accéder à certaines choses. Prenons simplement l'exemple de la commande publique. Il a bien fallu qu'il y ait des personnes politiques qui facilitent l'accès à cette commande publique, qui normalement, selon la loi, on est censé donner la préférence nationale aux entreprises algériennes. Or, il se trouvait que juste quelques entreprises
algérienne bénéficient de cette préférence. Vous estimez qu'il y a aujourd'hui une volonté politique, Maître Ben Meloud? Écoutez, ça semble être le cas. Ça semble être le cas. En tant que citoyenne, j'aurais tendance à dire c'est bien. Oui. Pour une fois, c'est formidable. Si les gens ont commis des infractions, il faut qu'elles payent. Il ne faut pas qu'il y ait ce système d'impunité et que la loi est au-dessus de tous. En tant que juriste, ma vision est totalement différente. D'abord, il faut avoir des dossiers solides. Vous ne pouvez pas vous permettre de décider d'attaquer tel ou tel groupe, telle ou telle personne, si vous n'avez pas un dossier, preuve à l'appui de ce qu'il a fait et comment. Aujourd'hui, comment peut-on prouver la corruption? La question, elle est là. Répondez-nous. J'ai pas la solution, moi, parce que figurez-vous que dans ces affaires-là, il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Oui. Vous pensez que celui qui est corrupteur va vous dire « j'ai corrompu tel ou tel X ». Il y a certaines personnes qui ont dit avoir donné de l'argent. C'est une forme de corruption, c'est certain. Mais là encore, il faut que ce soit des dossiers qui soient vraiment, et preuve à l'appui. D'accord. Monsieur Boukhari, on parle aussi du secret bancaire qui peut être un obstacle pour la récupération de l'argent transféré. Qu'est-ce que c'est que le secret bancaire déjà, si c'est possible de nous expliquer un petit peu? Permettez-moi, justement, je voudrais faire qu'il y a une différence. Parce que Maître Belloud parlait aussi des conventions, des lois internationales. Oui. Il faut faire la différence, la part des choses, entre les lois qui permettent de lutter contre le blanchiment d'argent, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas, c'est des lois plutôt préventives, et le fait d'aller vers récupérer de l'argent. Nous, ici, maintenant, on essaye de parler, de comment récupérer cet argent. D'où la différence. Oui, absolument. Et donc, le mécanisme, il existe, c'est-à-dire qu'on peut savoir si des fonds sont illicites ou ne le sont pas. On peut le savoir. Bien sûr qu'on peut le savoir. D'accord. Si par exemple vous avez des virements très fréquents sur un compte précis, si vous avez par exemple des montants très élevés, etc. Si c'est par exemple c'est des personnes politiquement, ce qu'on appelle les PPE, les personnes politiquement exposées, qui sont en train de faire des transferts. Donc la législation internationale, donc les recommandations de l'AGAFI qui est le groupe d'action financière internationale, stipule dans ces 40 recommandations qu'il faut suivre ces gens. Dès qu'il y a un transfert de fonds, il faut suivre ces gens. Donc c'est à partir de ce moment qu'on peut déjà déceler des anomalies. Donc ça s'appelle la gestion par le risque. Et c'est ce qui se fait sur le fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas récupérer. Donc c'est-à-dire en mettant en place, c'est-à-dire en profitant de ces mécanismes, des mécanismes existants, qu'on pourra justement... Après, je pourrais vous donner, si vous voulez, un petit algorithme que j'ai fait rapidement pour qu'on puisse traquer cet argent et faire le nécessaire pour le récupérer. Mais encore faut-il qu'il y ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une structure qui se charge de récupérer cet argent. Il n'y a pas cette structure actuellement, aujourd'hui? Si, en Algérie, c'est-à-dire... C'est la justice aujourd'hui qui fait ce... Ce n'est pas la justice. Non. Donc ce n'est pas le rôle de la justice. justice. Logiquement. On ne peut pas créer une agence a priori, pour récupérer de l'argent. Ça veut dire que les agences existantes ne font pas leur travail de préventif. C'est pas normal. C'est-à-dire, je peux pas supposer on ne peut pas supposer que l'État va créer une agence pour récupérer l'argent qui est censé ne pas sortir parce qu'il y a une agence qui fait de la prévention. Mais cet argent est sorti, M. Boukhari. Je parle de principe. On parle du principe. Nous, en Algérie, nous avons beaucoup d'instances, beaucoup d'institutions qui sont impliquées dans le truc. Bien sûr, le principal, on va dire le cœur, c'est le CTRF, c'est-à-dire la cellule de traitement des renseignements financiers, qui est dépendante du ministère des Finances, qui représente justement, qui met en œuvre, qui essaye de mettre en œuvre les recommandations de l'AGAFI, ou bien de l'AGAFI Mohan, qui est d'ailleurs l'Algérie est membre fondateur de ce groupe d'action financière. Donc, ce que je voulais dire, je veux dire que cette instance, elle doit appliquer les règlements internationaux et vérifier, elle travaille avec la Banque centrale, avec les banques, pour voir est-ce qu'il y a des mouvements, est-ce qu'il y a des fonds illicites, est-ce qu'il y a
quelque chose qui ne va pas, en application de la loi 0501 et du règlement de la Banque centrale 0505, qui stipule tous les textes relatifs au blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme. Comment expliquer alors que ce soit la justice qui fasse ce travail aujourd'hui? Non, c'est pas la justice, c'est-à-dire voilà, justement, dans ça, c'est notre question. Il y a un appel du ministre de la Justice qui instruit les parquets généraux à chercher les avoirs illicites des personnes impliquées, à trouver les lieux où ils sont. Non. Donc c'est la justice qui est en train de faire ce travail. Attendez, qu'on se mette d'accord. Donc les cellules de renseignement financier au travers du monde, c'est-à-dire qu'ils sont après plus de 180 pays qui ont adhéré aux recommandations, il y a deux types. Il y a le type administratif, ça veut dire qu'ils font de l'administration, c'est-à-dire qu'ils prennent des dossiers et qu'ils transmettent à la justice. Et c'est le cas de l'Algérie. D'accord. Nous avons donc, ils collectent l'information, ils traitent, ils voient il y a un problème, il y a un dossier qui est... On appelle ça la cellule de traitement des renseignements financiers. Oui. Du renseignement financier. Eh bien, il y a d'autres cellules qui sont du type répressif, qui ont des pouvoirs judiciaires. D'accord. Donc, ce n'est pas le cas dans notre pays, donc automatiquement, tout échoue à la justice, et c'est elle qui va... C'est-à-dire qui va... D'accord. Et comment on explique aussi que malgré les conventions qu'on a avec beaucoup de pays, ces pays acceptent que des gens transfèrent de l'argent à nous sans vérifier d'où il vient, sans... Donc, qui vous dit que... Oui, mais c'était le cas. Il y a des pays qui facilitent ces transferts. Vous savez, en fait, qui vous dit que je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'ils ne le font pas. Justement, les recommandations, les 40 recommandations de la GAFI qui sont appliquées soit au Moyen-Orient, soit en Asie-Pacifique ou dans tous les pays du monde, quasiment, ce sont les mêmes, c'est même les recommandations, puisque comme nous avons ici notre CTRF, ils ont le même à Dubaï, aux Émirats, en France, en Espagne ou partout ailleurs. Donc l'idée c'est qu'ils sont en train de surveiller, mais puisqu'il n'y a pas de demande, tant qu'il n'y a pas de demande, tant que vous ne dites pas que telle personne, chez eux par exemple, s'ils voient par exemple, on va supposer qu'une personne Y est soupçonnée de terrorisme par exemple, et vous lui virez de l'argent tout de suite. On ne parle pas de terrorisme, ça c'est autre chose. Oui. Non, c'est pas la même chose. C'est la même chose parce que les pour lois, eux, c'est la même chose, oui. Les lois fonctionnent de la manière. On en parle des lois LBC-FT, c'est-à-dire les lois blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Ça va ensemble. C'est la même loi, oui. Donc, automatiquement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, ils sont saisis, ils font leur travail. Maintenant, si vous avez des flux, si une personne politiquement exposée, par exemple en Algérie, ça veut dire un haut responsable, ou bien un responsable d'une grande entreprise publique, ou bien un responsable d'un parti politique, fait des transferts illicites. Mais ils ne peuvent pas savoir qu'il fait des transferts illicites. Oui. Leur rôle, c'est de suivre cette personne, parce qu'il est sur la liste des personnes importantes. Donc, automatiquement, ils suivent cette personne, ils peuvent le suivre. Après, c'est à vous, c'est à nous, on va dire, c'est à l'Algérie, de demander à ce que ces fonds soient restitués pour tel motif. Et au cas où ces pays possèdent des mécanismes, par exemple les trusts et tout, où l'identité est anonyme, comment faire? Donc ça, c'est une bonne question. Justement, je ne l'ai pas mise dans l'algorithme, mais c'est-à-dire j'avais réfléchi à cette question. Parce que je vais un petit peu expliquer l'algorithme pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est un peu pour que les gens puissent... Pour encadrer un petit peu le débat, oui. Voilà, parce que sinon... Donc, en principe, c'est un algorithme simplifié. D'abord, dès le départ, il faut identifier les personnes, comme l'a dit Maître Belbelou, il faut identifier les personnes, il faut identifier d'abord les montants, et il faut ensuite identifier la destination première. Nous avons en Algérie, nous avons la Banque centrale. La Banque d'Algérie exerce ce qu'on appelle le contrôle d'échange, ça veut dire elle contrôle les mouvements de capitaux qui sortent et qui entrent. Donc une grosse partie des capitaux sortent par la Banque centrale. Donc déjà, nous avons une base de données et nous avons déjà, donc, dans chaque banque, et même la Banque centrale, nous avons des logiciels qui s'appellent des logiciels des AML, c'est-à-dire des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent, qui identifient de manière automatique tout ce qui est suspect. Nous avons le logiciel Siran, qui s'appelle le logiciel Siran, qui une fois mis en œuvre, il arrive à identifier. Déjà, donc c'est à partir de là, donc on pourra déjà détecter les comportements suspects. Et bien sûr, avec l'intervention humaine est importante, donc il faut, elle a bien dit tout à l'heure, Maître Mirel dit tout à l'heure, qu'il faut faire des enquêtes. Ça veut dire l'idée, c'est d'avoir des auditeurs ou des experts qui vont venir, des experts en finance, qui vont confirmer que tel montant apparemment est illicite.
le travail qualitatif. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que ce travail est en train de se faire? Est-ce que vous avez des informations sur ça? Je sais que la CTRF, justement, la cellule de traitement financier, fait ce travail. D'ailleurs, dans son dernier rapport que j'ai lu de janvier 2018, donc sur l'année 2017, ils disent que, même si ça reste problématique, et je peux expliquer pourquoi après tout à l'heure, ils disent que, voilà, ils sont en train de faire des formations et de la sensibilisation pour faire plus du travail qualitatif que du travail quantitatif. C'est-à-dire, c'est pas parce que dès que quelqu'un fait un transfert de plus d'1 million de dinars, il est signalé. C'est du travail quantitatif, ça ne veut pas dire. Je peux transférer de l'argent, parce que j'ai une affaire avec Maître Benmilo, pardon, je m'excuse. Et je vais lui transférer, j'ai une affaire à la saison horaire, je vais lui transférer plus d'1 million de dinars, je suis directement, en tant que personne physique, je suis directement signalé. Parce que c'est un montant qui est élevé. Oui. Donc en France, il y a par exemple plus de 10 000 euros. Hein, donc c'est quelque chose qui est signalable. Maintenant, la question du CTRF, il va se dire que non, parce qu'il y a tellement de nombre de ces transferts que ça devient du quantitatif, de la quantité. Beaucoup. Oui. Et c'est problématique puisque la CTRF a un effectif qui est limité. On doit se focaliser sur les aspects qualitatifs. De qualité, c'est-à-dire si les dossiers qui sont vraiment, ils sont vraiment suspects. Et c'est pour ça que dans son rapport, il disait que nous, la CTRF, se focalise plutôt sur le travail qualitatif en ayant toute une méthodologie pour traiter les données. En tout cas, le travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant n'a pas été efficace puisque un nombre important d'argent a été transféré. Donc, où est l'efficacité de ce centre? On ne peut pas le dire, parce que je vais donner un chiffre, parce que je l'ai quelque part ici. Je vais le voir un petit peu. Je l'ai mis quelque part. Par exemple, en 2017, selon le rapport toujours de la CTRF, ils ont reçu 1239 déclarations de soupçons des banques et 184 rapports confidentiels. Alors, 1239 déclarations de soupçons des banques. Des banques étrangères, hein? Non, pourquoi étrangères? D'accord. Des soupçons des banques. Étrangères algériennes, mais qui exercent le droit algérien. Oui. Et 180 rapports confidentiels de certaines administrations, notamment des douanes et de la Banque d'Algérie. Donc ça veut dire, et puis ces dossiers ont été traités, et une bonne partie a été transmise à la justice. Maintenant, après, ce qui a été fait, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas sur la base de ces rapports, justement, que la justice travaille actuellement? Je ne peux pas vous le dire ça, je ne suis pas dans le secret. Oui, je me demande, je pose la question à moi-même. Moi, ce que je dis qu'ils font un travail, certain travail. Peut-être il n'est pas suffisant, je ne peux pas le dire. Peut-être qu'il est insuffisant, je ne peux pas le dire. Mais ce qui est sûr, qu'un travail est en train de se faire. Et que des dossiers sont en train d'être transférés à la justice. Maintenant, la justice, si ces dossiers sont traités par la justice, oui ou non, je ne peux pas vous le dire. Oui, je pense que Maître Benmilo, il est plus... oui, allez-y. Rebondir sur un point important, c'est le secret. Oui, le secret bancaire. Aujourd'hui, ces dernières années, ce fameux secret bancaire, entre guillemets, en vertu de ces conventions, justement, il tombe. Il n'est plus, aujourd'hui, vous êtes en mesure d'avoir les informations. On le voit avec un pays comme la Suisse, qui était un pays très fermé et qui a été obligé. D'accord. Oui. Obligé, et les Américains sont les premiers à veiller à ce qu'il y ait justement ce genre d'informations. Effectivement, pour obliger ces banques à donner des informations lorsqu'il y a une véritable suspicion. Hein, on ne parle pas de délation ou autre, on parle de véritable suspicion, que ce soit de la corruption, blanchiment ou l'argent du terrorisme. Alors, moi, me dire que ils font ça suivant déclaration de soupçons au niveau des banques algériennes, excusez-moi, il y a eu en tant qu'avocate, je peux le dire, il y a eu des déclarations de soupçons sur des choses qui n'avaient aucune raison d'être et qui étaient très mal dirigées. Moi, le travail que je commencerai à faire, si j'étais un membre du gouvernement, c'est d'abord ouvrir des bureaux de change, parce que l'argent qu'on trouve au square, c'est quoi? C'est l'argent des commissions qu'on remet dans le circuit formel. Tout cet argent, c'est quoi? On le sait. Ça appartient à qui?
Cet argent-là, il faut le récupérer. Comment vous allez le récupérer? Je suis désolée, il y a d'autres techniques. Si vous voulez mettre en place des systèmes, des protections, tout ce que vous voulez, si vous ne mettez pas de l'ordre chez vous dans ce domaine. Vous savez qu'aujourd'hui, en Algérie, si vous prenez... vous avez le droit d'ouvrir un compte en devise. Vous, moi, tout le monde. Mais je l'injecte avec quoi? Je l'injecte avec l'argent du square. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez cet argent et que vous allez à l'étranger, et si vous voulez mettre cet argent, même si vous avez un document de la banque, on ne vous accepte pas. Si on veut mettre cet argent dans une banque étrangère. étrangère. Dans une banque étrangère normale, elle n'accepte pas. Avant, c'était... Bien sûr que Comment si. le saura-t-elle? Comment ça le saura-t-elle? Comment le saura-t-elle? C'est-à-dire, si vous déposez par exemple 2000 euros au niveau d'une banque. Si demain, vous avez un compte à l'étranger, même si entre guillemets... Vous ne pouvez pas ouvrir le compte. Ça, c'est une... Je crois que c'est dans le pays des bisounours, hein. Tout le monde a des comptes à l'étranger. Il faut arrêter. Je ne sais pas si Oui, tout le monde... il faut être un petit peu réaliste aussi. Il ne faut pas avoir un langage et se dire on n'a pas... on n'a pas de carte de crédit. Le commun des mortels aujourd'hui, grâce à un cousin, une cousine, peut ouvrir un compte à l'étranger non résident. C'est votre histoire. Maintenant, qu'on ait le droit ou pas, il faudrait que ce soit l'État qui donne l'exemple. Il faut que ce soit l'État qui donne l'exemple. Moi, vous me mettez un État de droit qui est au-dessus de tout, je regrette, j'applique. Mais vous allez dire à quelqu'un qui a... excusez-moi, il y a des gens qui ont des maladies orphelines, je prends ces cas-là, et qui n'ont pas la possibilité d'avoir une prise en charge de l'État, comme les membres du gouvernement et autres, et qui sont obligés de se débrouiller par leurs propres moyens pour faire prendre en charge cet enfant. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils sont obligés d'aller au square, de changer de l'argent, d'essayer de rester un an, parce que j'ai vu ces cas-là, un an de résidence à l'étranger, ouvrir un compte, et on l'ouvre avec quoi? On l'ouvre avec de l'argent qu'on a ramené. Alors avant, en Europe, ils n'étaient pas très regardants. Depuis, il y a des conventions, il y a des nouvelles lois, etc. Les banques sont réticentes. Quand elles voient que c'est des montants qui dépassent 1000, 2000 euros, d'où ça vient, comment ça vient, si ça n'est pas transféré d'un compte à compte, ça pose problème. Mais si elles sont réticentes, si ces banques sont réticentes, comment elles acceptent l'argent qui a été, la somme faramineuse de l'argent qui a été transférée? C'est ça le paradoxe. Oui. Donc il y a facilitation des banques étrangères. Il faut comprendre le mécanisme du blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent se fait par 3 étapes. La première étape, c'est le placement. Ça veut dire déjà que une personne qui va mettre de l'argent sur tel compte ou bien va le faire sortir, comme on a vu la douane attraper des passeurs absolument. Avec des centres. C'est-à-dire vous prenez de l'argent et vous le mettez, vous l'éloignez de sa source qui est par exemple l'Algérie. Et vous avez la deuxième étape, c'est l'empilement. Ça veut dire que vous allez essayer d'éloigner l'argent le plus loin possible de l'endroit où vous avez placé votre argent. Et là, on peut jouer sur, comme l'a dit, sur le marché noir, le marché des devises, puisqu'il n'y a pas de traçabilité entre le dinar et le dollar ou l'euro. On peut utiliser des sociétés écrans. D'accord? Donc tout c'est parce qu'on peut utiliser plusieurs comptes d'un compte à un autre. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis vous voyez la troisième étape qui est justement l'intégration. Ça veut dire qu'on va essayer de légaliser cet argent. C'est le blanchiment proprement parlant. Ça veut dire dans le sens où on va acheter de l'immobilier. On a vu par exemple, et ça peut être aussi bien interne qu'externe, nous avons vu en Algérie, nous avons une bulle spéculative sur l'immobilier. Maintenant qui a des niveaux incroyables. Vous pouvez aussi faire de l'import-export, la surfacturation, etc. Vous pouvez faire ce qu'on fait aujourd'hui certaines personnes qui sont derrière les barreaux, c'est des usines de gonflage de pneus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça veut dire qu'on est en train de blanchir l'argent qui a été détourné par telle ou telle manière. Il est devenu légal en vantant. Nous, vous et nous, en achetant des véhicules à ces gens, nous avons blanchi leur argent parce qu'il est devenu tout à fait légal. Donc voici les étapes pour le blanchiment d'argent. Ce n'est pas aussi simple dans ce sens. Et puis vous avez parlé tout à l'heure du secret bancaire, etc. Vous voulez parler des offshore. Oui. Donc c'est-à-dire c'est des offshore. Aujourd'hui le secret bancaire, il cède lorsqu'il y a des impératifs juridiques.
Je le sais. Donc comme les lois, c'est terminé, c'est plus comme avant. On ne peut plus opposer la même réticence. Je vais un petit peu l'expliquer parce que pour qu'on reste dans le blanchiment, je reviens sur le secret bancaire. Donc, il y a ce qu'on appelle, donc il y a des paradis fiscaux, ces fameux paradis fiscaux, où il y a l'anonymat, il y a le secret bancaire, et vous ne pouvez pas payer les taxes, vous pouvez ne pas exercer d'activité physique pourtant vous êtes là, c'est-à-dire une entreprise boîte aux lettres. Donc tout est possible. Vous avez les multinationales qui ont des filiales, une filiale là-bas, ils jouent entre les filiales, etc. Donc vous avez tout ça. Et vous avez aussi d'un autre côté, on ne va pas aimer Maître Bibeloun, vous avez aussi les avocats qui jouent un rôle très important. C'est-à-dire toutes ces organisations qui vont faciliter la création de ces entreprises dans les paradis fiscaux. Et ceci, c'est là. Donc la création, la vente, le transfert. L'avocat algérien n'a pas cette habitude. Je n'ai pas dit, non, je ne sais pas. Non, ce que je veux dire l'avocat, de manière générale. Et tout le monde connaît l'affaire Mossack Fonseca, l'affaire cabinet Mossack Fonseca, qui a été fermé en 2018 suite à l'affaire des Panama Papers qui a été fait. Donc vous voyez, donc ça c'est par rapport au blanchiment d'argent. Donc Maître Bibeloun parle maintenant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la CNUCC, où c'est vrai, où le secret bancaire n'est plus opposable. D'accord. Et donc automatiquement, ça veut dire c'est vrai que maintenant, c'est important. Je ne dis pas que c'est important, c'est-à-dire que je dis que il faut faire la part entre les choses. C'est-à-dire on n'est pas dans les paradis fiscaux, on est dans tous les pays qui ont ratifié ça. Donc vous voulez dire qu'on peut aujourd'hui récupérer l'argent qui a été transféré dans les pays qui ont ratifié la convention, avec lesquels on a des conventions, on peut obtenir d'abord. mais on ne peut pas récupérer l'argent qui a été placé dans des pays où il y a des... Ça pose un gros problème. Et ça, c'est le cœur du sujet. Mais la solution existe. Laquelle? Moi, je fais ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont acheté en CD pour plusieurs millions de dollars chez des gens qui ont réussi à dérober les informations sur les gens qui sont inscrits en Suisse, c'est-à-dire ceux où ils ont fait l'évasion fiscale, donc des gens qui ont fait transférer leur compte en Suisse pour ne pas payer les impôts. Oui. Donc, pourquoi nous avons des services secrets compétents. D'accord. Qui peuvent, ils ont toutes les compétences, ils sont de très haut niveau. Je pense que si on leur demande, mais précisément, on veut telle information de tel paradis fiscal, je suis sûr qu'ils ont toutes les compétences et toutes les expériences nécessaires pour nous ramener l'information. Moi, je vais vous dire mieux. Nos services sont compétents. Ils ont l'information. Est-ce qu'on les a laissés agir? La question, elle est là. Non, ça c'est politique, je ne peux pas vous répondre. Non, moi, je suis en train de parler en tant qu'expert financier, je suis en train de prenons une affaire publique. C'est bon. Prenons une affaire publique qui a fait la une des journaux, comme le Panama Papers, vous en avez parlé. Nous avons des hommes politiques qui ont été impliqués. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde a parlé d'un certain ministre qui avait ses comptes chez Mossack Fonseca. Oui. Eh bien, il est resté en poste. Oui. Pourtant, c'était quand même des preuves avérées, puisque à aucun moment ce ministre n'a nié l'existence de ces comptes. Et donc, juridiquement, normalement, le procureur de l'époque aurait dû ouvrir une information à l'encontre de ces personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord qu'il faut une volonté politique. Il y avait tout un système qui était... Voilà. Maintenant, on parle d'aujourd'hui. Vous l'avez bien dit tout à l'heure. Vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y a une volonté politique positive qui va dans le bon sens. Canal Algérie, il y a votre micro qui ne... Voilà. Qui ne veut pas tenir debout. J'ai bien dit. Voilà. Donc, vous l'avez bien dit, qu'il y a une volonté politique et nous voyons ces affaires, ce qui est une avancée positive, et j'espère que ça continuera. Moi, je pense que dans beaucoup d'affaires, nos services, comme différents services des banques, ont les informations. Moi, je pense qu'elles les ont. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté de mettre en place des procédures et ne pas se précipiter. Attention. C'est vrai que peut-être que la population attend qu'il y ait ce genre de sanctions. On peut comprendre, c'est vrai, mais il faut faire attention, il ne faut pas se précipiter. Il faut analyser toutes les situations d'une manière quand même avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup de lucidité, et se dire,
est-ce que nous avons... Parce que si vous allez présenter un dossier qui est fait à la va-vite, et vous allez demander une assistance judiciaire à l'étranger, si vous n'avez pas un dossier qui est béton, qui est bien préparé, on va vous rendre une réponse d'irrecevabilité au motif que votre dossier n'est pas bon, n'a pas été bien préparé. Et c'est de ça dont nous, les avocats, nous avons peur. C'est la meilleure façon pour qu'un dossier n'aboutisse pas. Alors, dire qu'aujourd'hui, l'étranger va nous attendre, nous dire « Ok, super, on va vous donner toutes les informations », c'est faux. Hein. Il a été prouvé que les pays ont toujours du mal Absolument. à vraiment coopérer, collaborer pour donner les informations. On le voit bien avec l'affaire du président tunisien, Ben Ali. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, les Tunisiens n'ont récupéré qu'une partie. Donc c'est vraiment... c'est pas facile. Si vous permettez, je voudrais insister sur ce on va point. ouvrir le débat avec mes confrères journalistes. Voilà, je finirai sur ça. J'ai pris trop la parole. Donc, en fait voilà, je suis en train de voir une loi. Donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre la prévention et la récupération. Nous n'avons pas aujourd'hui, c'est-à-dire la CTRF n'a pas cette vocation d'aller récupérer, c'est plus une vocation de faire de la prévention. Même cette prévention n'a pas été faite, M. Bokhari. Attendez. Mais maintenant, peut-être c'est d'ordre politique. Je vous dis qu'elle fait un travail. Les dossiers ont été transmis. Maintenant, il faut les voir. Il faut auditer. On ne peut pas accuser les gens à tort. Il faut être légal. Absolument. Très bien. Donc, ce que je voulais dire, à mon sens, qu'il serait préférable, logique, de créer une task force. Une task force, ça veut dire un groupe de personnes qui vont aller récupérer cet argent, qui sont par exemple sur une structure agile de compétences, rattachée par exemple à la présidence, qui va dans l'unique seule mission essayer de récupérer cet argent. D'accord. Maintenant, pourquoi on peut récupérer? Parce qu'il y a Maître Nioub a mis le doigt sur un truc. Justement, c'est dans l'algorithme, je ne l'ai pas fini tout à l'heure. Maintenant, je parle à la troisième étape, je n'ai pas parlé à la deuxième, je parle à la troisième directement. C'est les mécanismes de saisie. Justement, les conventions des Nations Unies et les recommandations des groupes de la GAFI permettent de récupérer et la saisie sans condamnation. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de condamner. Je n'ai pas besoin de condamner telle personne pour saisir ses biens à l'étranger. C'est très très important. De plus, et c'est très important, il faut que la confiscation, d'abord sur la base de motifs raisonnables. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous appelez par motif raisonnable? Moi, peut-être Maître Bébé, elle est plus calée sur moi sur ça, mais moi je dirais un motif raisonnable, c'est le fait que je puisse dire déjà que cette personne est derrière les barreaux, déjà on a des suspicions, on voit des suspicions qui sont assez fortes et qui sont en principe suffisantes pour... je pense, d'accord. En fait, pour compléter, c'est vrai qu'on peut geler, on peut saisir les biens d'un individu, sans que la personne que ce soit national ou à l'international, sans effectivement, il suffit qu'il y ait une prétendue infraction commise, une suspicion et autres. Pas pour la confiscation. Pour la saisie. Non, il y a une différence entre la saisie, le gel et la confiscation. La confiscation des biens suppose qu'il y a eu une décision de justice. D'accord. Qui atteste que cette personne a détourné des sommes X lors de... Ça va être difficile. Donc là, on parle de gel. Gel et saisie. D'accord. C'est faisable sans décision de justice. Il suffit que, il a un patrimoine immobilier ici. Je le suspecte d'avoir détourné, transféré illégalement. Je bloque tous ces biens, tout cet argent, je le bloque ici. Mais on ne peut pas le confisquer, on ne peut pas le ramener. Tant qu'il n'y a pas une décision. D'accord. Je souhaite justement sur ce point compliqué, on peut confisquer s'il y a et ça l'intérêt. S'il y a une condamnation. S'il y a condamnation, mais ici, c'est-à-dire on n'est pas obligé de le condamner là-bas. D'accord. Dès qu'il y a une condamnation ici, on peut récupérer l'argent. Toujours au motif qu'il y ait une. Mais attention. Ce qu'on appelle tout à l'heure, comme le terme plus juridique, motif, comment ça s'appelle? Le motif raisonnable. Dès qu'on a condamnation. une condamnation plus un motif raisonnable,
on pourra déjà récupérer cet argent. Ça veut dire... Mais la Convention, quand même, prévoit quelque chose. Allez-y. Elle dit l'autorité judiciaire ou une autorité... Je vais vous donner la parole. Ou une autorité compétente. Moi, juriste, je comprends par là que l'État peut réclamer. Je pense qu'on peut, si l'État a une volonté réelle de récupérer cet argent et qu'il a la preuve que cet argent a été détourné, transféré illicitement, je pense qu'il peut faire une demande officielle à un autre État en vertu de cette convention. D'accord. Donc il y a quand même ces possibilités, en sachant que les actions en justice risquent de traîner. Je pense qu'il y a aussi cette possibilité pour mettre à l'abri de l'argent qui risque de disparaître dans des paradis fiscaux. Très bien. Donc oui, je donne la parole à... Excusez-moi parce que j'ai pris trop longtemps le micro. Allez-y. Ce rapatriement reste conditionnel. La condition, c'est qu'il faut qu'il existe déjà une volonté politique. Hein? Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Mais ne croyez-vous pas que ce qui se passe actuellement en Algérie, cette volonté politique, elle peut se matérialiser par un pouvoir décisionnel qu'on a actuellement. On va attendre déjà, d'ici 1 an, 2 ans, l'élection d'un président. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, absolument. Ouais. Donc il faudra encore beaucoup attendre. Je tiens à vous informer sur un point bien précis, sur le montant que vous avez cité de l'estimation de 100 milliards de dollars. C'est moi qui l'ai cité, c'est pas elle. Je tiens à vous informer qu'hier, un expert financier, dont je parle de 300. Boukarawan Mohamed, qui est expert financier international, qui réside au Japon. Et il a annoncé un chiffre, je lui ai demandé de le répéter, je peux vous affirmer que le chiffre est bon, du fait que j'ai travaillé sur le dossier pendant plusieurs années au niveau de la Nation. Il a annoncé son chiffre, c'était de 300 milliards de dollars. 300 milliards. En argent liquide. Comment il a pu évaluer ça? Il a travaillé il s'est penché sur le dossier 4 ans, il était chargé du dossier. Mais ça ne reste pas confirmé. Hein, comment on peut évaluer un montant? Sur quelle base? Sur quoi? Et quel a été... Oui, il a... Quoi? Ces artifices à lui. Non, c'est pas une question d'artifice. Là, on parle de preuves tangibles. Je ne fais que vous rappeler. Moi, je ne peux pas donner une information. Je ne fais que vous... Oui. Non, je suis d'accord avec vous. C'est lui qui l'a donné, pas vous. Oui, mais ce que je veux dire, moi, je ne peux pas donner une information si je ne dis pas comment j'ai pu obtenir cette information. D'autant plus que c'est une information grave. Hein, c'est une information grave qui a un impact direct sur l'économie de l'Algérie. Moi, quelque part, ça m'interpelle. Je me dis, ok, je veux bien. Il y a des choses qu'on peut quantifier. Je donne un exemple très simple, basique. Beaucoup d'équipements ont été importés. Certains, je ne dis pas tous, parce qu'il y a quand même des gens honnêtes, certains ont surfacturé les montants. À la rigueur, on peut. Et encore, même ça, il est extrêmement difficile de déterminer le prix de la surfacturation, du produit donné qu'on importe, plus sa surfacturation. Il est extrêmement difficile d'apporter cette preuve-là. Pour dire que j'ai surfacturé, il faut des données et des paramètres, à condition que ces paramètres soient les mêmes dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas. Maître, je vous rejoins comme vous nous avez dit, il sera vraiment très difficile de prouver que c'est de l'argent sale. Ouais. Mais il y a, enfin c'est à mon avis, il y a peut-être un aspect où on devrait plutôt creuser. Ces histoires c'est pas des histoires, c'est des réalités, de signes ostentatoires de richesse. Ça crève les yeux. Oui. Comment ces gens-là ça doit se faire ici chez nous, mais bon. Mais qu'est-ce que vous entendez par signe ostentatoire de richesse? Vous savez, moi, il m'est arrivé de voir ça il y a très longtemps. J'étais jeune, encore étudiante à la fac. Il m'est arrivé de voir une superbe BM à côté d'un bidonville. Ah ben oui. Parce que tout simplement, le monsieur avait aimé les voitures et il voulait investir à tout prix dans une belle voiture, pas forcément dans une maison à l'époque, c'était très difficile d'en avoir. Il n'était pas riche pour autant. Oui, il n'était pas. Donc, qu'est-ce qu'on entend par signe ostentatoire de richesse? Là, vous prenez, excusez-moi, ça s'est démocratisé. Là, vous prenez un mauvais exemple. Je parle des gens qui ont plusieurs résidences.
plusieurs résidences. Dans 4 coins du pays, à l'extérieur. Ça, ce n'est pas des films de Ça, oui. Ouais. Ça, par exemple, il y a des personnes qui ont des biens immobiliers, des hôtels, qui du jour au lendemain se retrouvent à la tête d'une fortune colossale. Mais non, ils sont connus, ils sont Je ciblés. reviens aussi sur le point de démontrer qu'il y a des preuves. Personnellement, on ne trouvera pas de preuves. On ne trouvera pas. Parce que la combine de ces 5 dernières... Je vous informe, la combine, c'était quoi? Ces 5 dernières années, surtout. C'était de ne pas donner de l'argent aux préposés. Ça veut dire que le préposé demandait à ce que ses enfants bénéficient d'une étude dans une université. On le payait. Bénéficient d'une prise en charge dans un hôpital. On le payait. C'était une façon de vraiment se mettre à l'abri de toute trace. Oui, ça, On trouvera toujours des traces. mais c'est pas ça qui m'inquiète. Permettez un petit peu, moi, de prendre un petit peu la défense de Maître Mbino, parce que, d'ailleurs, je voudrais la féliciter. Elle a déjà proposé une méthodologie pour traquer l'argent illicite. Et effectivement, c'est ce qui se fait. Donc moi, je ne sais pas l'expert qu'est-ce qu'il a dit, mais moi, j'ai le Global Financial Integrity. C'est un groupe qui travaille sur tous les flux illicites dans le monde. Pour l'Algérie, je peux vous donner en 2015, par exemple, les chiffres, parce qu'ils sont juste prêts jusqu'à 2015. Donc, ils donnent 2 chiffres. Donc, des chiffres basés sur les données des Nations Unies et des chiffres basés sur les données du FMI. Donc, les chiffres basés sur les données des Nations Unies, ils donnent à peu près 8 milliards de dollars. Les flux illicites. Donc, les flux illicites, c'est-à-dire ce n'est pas que... Ça peut être le blanchiment d'argent lié à la drogue, c'est un terrorisme, ça peut être tout. Donc, c'est le tout. Et le chiffre donné par rapport aux données du FMI, ça donne 14 milliards. Donc en moyenne, ça nous donne à peu près 11 milliards de dollars de flux illicites de l'Algérie. Et comme le mode de calcul, il est basé justement, c'est ce que bien a dit, sur le commerce extérieur. Vous avez demandé comment exactement, c'est simple, c'est-à-dire de faire la comparaison entre les prix CIF et CIF et les prix FOB, pour voir un trait. Parce qu'il y a une surfacturation vers l'extérieur ou bien vers l'intérieur en termes d'import ou d'export. Il y a de la sous-facturation aussi vers l'export et vers l'import. Donc en jouant sur ça, ils donnent tous les chiffres sur tous les pays, ils ont une évaluation et je vous ai donné le chiffre de 11 milliards de dollars. Donc c'est faisable, c'est calculable, les gens le font, mais comme l'a bien dit le maître, quand on donne un chiffre, il faut que ça soit précis sur une méthodologie claire et sur avec une base de données qui soit fiable. Et ne pas dire parce que je travaille pendant 4 ans sur ce sujet, moi aussi je travaille sur... Oui, vient de dire je bois du lait je suis en train de boire du lait pendant 40 ans, ça veut dire que je suis expert en lait. Hein. D'accord. Juste, je voudrais donner un petit exemple. Il est de notoriété publique qu'un des hommes d'affaires qui est en mandat déposé, sans citer de nom, mais tout le monde sait, possède des hôtels somptueux à l'étranger. Il faut demander à l'État d'où est venu l'argent pour payer ces hôtels. La traçabilité, l'origine des fonds. Oui. L'origine des fonds. Comment ce monsieur a pu payer à l'étranger ces fonds? Moi, je me rappelle à l'époque c'était Khalifa qui avait acheté l'OM. Oui. Ça remonte à loin, et tout le monde écrivait à l'époque 18 millions d'euros. Mais ça n'a pas interpellé ni le fisc algérien, ni l'État algérien. Comment est-ce qu'il a fait pour payer ces 18 millions d'euros? Puisqu'il a fait sa fortune, il est censé avoir fait sa fortune ici. Donc c'est toutes ces questions-là. Moi, je ne parle pas des petits comptes, là, des prises en charge, des choses... c'est normal, tout le monde, parce que nous sommes tellement privés de choses qu'on a envie de se débrouiller par tous les moyens. Non, moi je parle des gros montants. Oui, mais là, aujourd'hui, on comprend que c'est tout un système qui s'est érigé en corruption. Donc surtout, on comprend aujourd'hui, mais avant... Il faut se regarder, parce que nous, on est en train de parler aujourd'hui de récupérer les fonds qui sont à l'extérieur. On n'est pas en train de parler des riches. Absolument, absolument. Donc il faut utiliser les moyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tfaddal. Récupérer l'argent dilapidé, c'est bien, mais si vous me permettez de nous dire comment faut-il le faire si on n'éradique pas le marché informel qui existe jusqu'à quelques mètres d'ici. D'ailleurs, les opérations de transfert et de change de l'argent se font au vu et au su de tout le monde, je veux dire des autorités. Merci.
Je l'ai dit juste avant, il faut ouvrir les bureaux de change. Il faut que notre monnaie aussi change et que nos habitudes changent et que tout se fasse dans la transparence. Dans la transparence et la légalité. Il faut arriver aujourd'hui à parler de transparence, de légalité. C'est une des raisons pour lesquelles les technologies de l'information sont très importantes. Lorsqu'on parle de blockchain, et notamment en matière de finance, je crois que c'est une des technologies qui peut être la plus appropriée aujourd'hui en termes de transparence. Il faut qu'on évolue avec notre temps. Il faut qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste dans les chasses aux sorcières et se dire oui, ils vont payer. C'est clair que celui qui a fait va payer. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on perde de temps. Il faut se développer. Il faut créer des synergies. Il faut créer des procédures pour éviter qu'à l'avenir, toutes les richesses de ce pays s'en aille. Alors, il y a des mécanismes et ce sera la moralisation dans toutes les entreprises. Moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est le sort des entreprises. Avec tout ce qui se passe. On va en parler, justement, on va en parler. Mais avant ça, vous venez de dire tous ceux qui ont commis ces crimes économiques doivent payer. Mais il y a aussi aujourd'hui cette idée d'amnistie de ces crimes économiques contre la récupération de l'argent. Est-ce que c'est possible que ça se fasse chez nous ? Oui, si le président actuel décide de déclarer une amnistie, il pourra le faire, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. D'accord, oui. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'amnistier les gens qui ont transféré illicitement de l'argent à l'étranger, parce que peut-être que parmi ces gens-là qui ont transféré illicitement, il y avait des gens qui n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas de choix. D'accord. Qui n'ont pas profité de la manne publique, mais qui n'avaient pas de choix. Ce sont des gens qui ont fonctionné d'une manière honnête. Et il arrive. Il faut aussi dire que souvent le système vous pousse à faire des irrégularités, des illégalités. Et qui de nous n'a pas commis une irrégularité, une illégalité ? Je parle d'amnistie pour les hommes d'affaires sur lesquels on confirme le transfert à l'étranger. Est-ce que c'est pas préférable de les amnistier pour négocier avec eux la récupération de cet argent ? On négocie d'abord avec eux. Voilà, on négocie avec eux. On négociait d'abord avec eux en leur disant c'est une négociation à mener, absolument. Vous ramenez l'argent, ramenez tout l'argent que vous avez à l'extérieur, etc. Et il y aura soit une peine symbolique ou autre. Oui, c'est un moyen. Bon, ça va peut-être pas satisfaire tous les Algériens. Mais je pense qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il faut récupérer l'argent. Aujourd'hui, je pense, si vous permettez, cette question d'amnistie, il faut la traiter d'une manière un petit peu délicate. Parce qu'il y a, d'abord, on doit négocier avec les gens dont les fonds n'ont pu être récupérés autrement. Oui. Si d'abord, il faut d'abord qu'on fasse une task force, on essaie de récupérer l'argent. D'accord. Lorsque il y aura une partie de cet argent ne pourra pas être récupéré pour telle raison, pour des difficultés, parce que je réponds un petit peu à la question de notre ami qui parlait un petit peu, parce qu'il est revenu sur le square et on a parlé du blanchiment d'argent. Parce que les techniques de blanchiment sont tellement difficiles, compliquées, que des fois, peut-être on ne pourra pas les tracer. Là, on pourra négocier. Mais je ne pense pas qu'il soit éthiquement ni acceptable. Personne n'acceptera. Et moi, le premier, que des gens qui ont fait tellement du mal à notre pays, qu'on puisse, comme ça, les amnistier. Absolument. Parce qu'ils nous. Et puis, de toute façon, l'amnistie ne joue que lorsqu'il y a eu un jugement rendu contre ces personnes. Exactement. Et je voudrais, si vous permettez, parce que je reviens sur cette histoire du square. J'ai parlé déjà du blanchiment, je ne vais pas revenir sur les blanchiments, sur les étapes, etc., parce que j'ai déjà répondu. Maintenant, je parle du bureau d'échange. En fait, le square en lui-même, il n'est pas normal dans le sens où il ne correspond pas à l'état. C'est informel. Oui, de l'économie de marché. Nous sommes toujours dans cette situation de transition d'une économie planifiée à une économie de marché, avec un système où il y a beaucoup d'informels. Si on veut aujourd'hui, parce que le problème en Algérie, un des problèmes, parce qu'il y a la politique économique et il y a l'institution de l'économie de marché. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une économie de marché. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le rapport de Doing Business, où vous voyez qu'on ne coche pas toutes les cases. Quasiment toutes les cases ne sont pas cochées. Nous sommes aux dernières places. Ça veut dire que nous n'avons pas un système qui fonctionne selon les règles de l'économie de marché. J'explique que l'économie de marché, c'est un mode qui permet la régulation du système économique, la régulation de l'économie. En français, c'est-à-dire c'est réguler l'économie. Ça, il faut le mettre déjà en place. Et si on le met en place, automatiquement, il n'y a pas de place pour le square.
Ça, c'est clair et précis. Après, on peut faire des politiques économiques. Et c'est dans les politiques économiques qu'on pourra peut-être introduire les bureaux de change. Et peut-être pas. Peut-être pas. Pourquoi un bureau de change alors que nous avons des banques? Alors que parler du blockchain, c'est-à-dire elle parle des technologies de l'information, de la communication, on peut aujourd'hui s'en passer, on peut déjà travailler avec les J'ai cartes. rêvé pendant un moment. Oui, le blockchain, vous savez, déjà, il posait un problème de la consommation d'énergie, etc. Je ne vais pas entrer dans les techniques. Je sais bien. Mais l'idée déjà que nous avons, qu'on peut faire le paiement par téléphone, on peut déjà les transferts, on n'a pas déjà, le fait de parler de cette... C'est un peu, le bureau de change, c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé. C'est-à-dire, sincèrement, à l'époque des technologies de l'information et de la communication, je préfère qu'on parle de... C'est dépassé ailleurs, mais ça n'existe pas chez nous. Parce que, par la simple raison, comme je l'ai dit, que le square, ce qui n'est pas normal, on se dit économie de marché, on n'est pas économie de marché, il faut qu'on passe à l'économie de marché où il y a plus... Ça fait partie de la politique de change. Ça fait de la politique économique. Et on discutera après, parce que... S'il te plaît, d'abord, je donne... Il y a M. Klein qui est... Sur la même question? Sur la même question du soir. Vas-y. Oui. Reconnaissez au moins, monsieur le professeur, pour moi, que si le soir existe, c'est l'effet de la législation sur le chantier qui est en vigueur. C'est l'effet. Qui n'existe pas, une législation qui n'existe pas. Madame, j'ai fait ma propre enquête. Oui. L'argent qui est dans le soir revient aux 3/4 des pensions de retraite. Ah bon? Très bon. Donc c'est pas le blanchiment d'argent, c'est bien. Donc ça, Je suis pas d'accord avec vous. La pension de retraite permet des millions d'euros de change? Non, excusez-moi. C'est de l'argent qui vient des banques, de la PEA, tout simplement. Non, je ne peux pas. Allez, le croire. c'est une question de méthodologie. Après, il faut vérifier la méthodologie. Est-ce que c'est représentatif? Comment vous avez fait l'enquête? Quelles sont les questions que vous avez posées? Comment vous avez traité l'information? Il y a tout un travail qualitatif qui doit être fait. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le répète encore une fois, le square n'a pas de place dans une économie de marché. C'est pas normal. C'est de l'informel d'ailleurs. Mais en même temps, c'est aussi un souffle. C'est un souffle et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller. C'est un souffle aussi pour nous. Qu'il faut créer. Voilà, justement. Donc, il faut créer une économie de marché avec une politique adéquate et on n'aura plus ce genre de problème. Oui. Même Kiusaoui, vas-y. Oui. À présent que l'on sait que l'Algérie a l'outil juridique pour rapatrier les fonds. Essayer de rapatrier. C'est pas aussi évident que ça. Voilà. Qu'en est-il pour le facteur temps? Est-ce que la législation limite un certain temps? Les affaires de corruption, généralement, elles prennent beaucoup de temps. Voilà, combien de temps? Parce que en face, il y a une impatience, comme vous le dites, de la rue, même si effectivement, il ne s'agit pas d'aller vite et d'aller dans la précipitation. Mais y a-t-il quand même une échéance fixée pour ce genre d'affaires Non, il faut ouvrir les... Bien sûr qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le facteur prescription de chaque affaire. Ça se prescrit par 3 ans. Donc il faut que les informations soient ouvertes dès à présent. Maintenant qu'elles prennent du temps... Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est le tribunal. Voilà, tout simplement. Voilà, on est en plein dedans, absolument. Dans le sujet. Prendre du temps, oui. Toutes les affaires de corruption, quelles qu'elles soient ici ou à l'étranger, prennent énormément de temps. Bon, nous, on va dire que depuis ces dernières années, notre justice fonctionne un peu plus rapidement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui et non. Il y a du 50% oui, 50% non, parce qu'il faut prendre son temps pour instruire des affaires pareilles. Il faut mettre le bon juge d'instruction qui connaisse tous ces mécanismes, tous les rouages, pour pouvoir instruire et apporter la preuve qu'il y a eu transfert illicite, apporter la preuve qu'il y a eu corruption. Tout ça, vous ne pouvez absolument pas déclarer qu'un individu est coupable si vous ne mettez pas en place un système qui puisse le condamner sur des véritables preuves. Vous savez, en matière pénale, les preuves sont très importantes. Et le juge pose des questions auxquelles on doit répondre. Et il y a des expertises.
Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut que le peuple comprenne qu'on ne peut pas se précipiter pour leur faire plaisir. C'est pas ça le but. Moi, quand je dis qu'il... Parce que si je me précipite, je vais le condamner. Il va faire 18 mois. Il va sortir et puis il va aller profiter à l'étranger de ses biens. C'est pas ça qu'on recherche. Oui. Ce qu'on recherche, c'est que toutes ces personnes, aujourd'hui, on leur dise, vous risquez gros. Eh bien, merci de rapatrier tout ce que vous avez pris et ramenez-le, comme certains l'ont fait. Comme certains pays l'ont fait. On a bien un exemple, bon, je ne saurais pas dire que c'est un exemple extraordinaire. Le prince héritier Ben Salman, c'est ce qu'il a fait. Avec les hommes d'affaires, il les a tous mis en résidence surveillée, mais avec une condition, ramener l'argent au pays. Oui, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent après? Et c'est ce qui... Oui, bon, c'est pour ça que je dis, l'exemple est très mitigé, mais n'empêche qu'il l'a fait. Oui. Ben, on devrait faire la même chose, dire, bon, les personnes sont connues. Alors on leur dit, messieurs, c'est illégal. Hein? C'est illégal aussi. Peut-être, mais vous savez, quand on a fonctionné dans un système dans l'illégalité, ben écoutez, la fin justifie les moyens. Je pense que la question, elle est pertinente dans le sens où, c'est pour ça que j'appelle de mes voeux à la création de cette task force, parce que si je reviens au règlement un petit peu de la GAFI, les normes de la GAFI requièrent des institutions financières qu'elles conservent les traces de toutes les transactions effectuées pendant 5 ans. C'est-à-dire si je veux détecter, aujourd'hui par exemple, je sais que telle personne a transféré telle somme vers tel endroit, pour que je puisse vérifier, je n'ai que d'ici 5 ans, ça aura été archivé. Donc il faut une demande spéciale, etc. Donc c'est pour ça que la question est pertinente dans le sens, il faut accélérer, il ne faut pas attendre, il faut aujourd'hui créer une task force et aller récupérer l'argent, maintenant, pas demain. Et ce genre je ne suis pas sûre que la task force soit une bonne idée, je vais vous dire pourquoi. Lorsque c'est public et que c'est l'État qui doit nommer les personnes, ça met toujours un peu de temps. Quels sont les critères de sélection? Moi, je pense que c'est beaucoup plus les magistrats le parquet, qui doivent avoir à cœur cette mission dans une totale discrétion et confidentialité. S'ils veulent instruire des dossiers, il faut que ça se passe d'une manière discrète, confidentielle, que la rue... D'abord, les instructions ne doivent pas aboutir dans la rue. Il y a un secret de l'instruction qui, aujourd'hui, n'existe plus en Algérie. Mais qui dit que la task force devrait publier ces choses ou dire des choses? Moi, ce que je constate, je ne sais pas, peut-être plus spécialiste. C'est peut-être un problème de compétence aussi, je crois que les magistrats qui sont compétents pour faire ce travail. Ils s'adjoignent les services d'experts qui sont dans le domaine. Il n'y a pas que ça. Moi, ce que je vois, ce que j'ai lu dans la presse, moi, je ne suis pas spécialiste, si vous êtes spécialiste, j'ai vu que les juges sont submergés de dossiers. Oui. Donc, ça veut dire déjà, ils n'ont pas le temps de traiter leur propre dossier, ils vont travailler sur des dossiers très complexes, très compliqués. Non, on désigne des magistrats pour ça. Non, ça ne veut pas dire... Attendez. Moi, je pense que ça ne veut pas dire, quand je dis une task force, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de ceci. J'ai dit une task force, c'est-à-dire un groupe de gens, d'experts, qui a des juristes, des économistes que vous voulez à l'intérieur, et vous faites cette équipe qui est comme une force spéciale qui va nous chercher cet argent. Il peut y avoir, bien sûr, à l'intérieur des juristes, il peut y avoir des avocats, il peut y avoir... C'est après... Il faut mettre les deux critères principaux, c'est l'intégrité et les compétences. Vous mettez ces deux, et ça me suffit. Mais, enfin, moi, ce qui me gêne, c'est la mise en place d'une task force. On le sait par expérience que chaque fois qu'on a mis en place des task force, ou des commissions, ou un comité, vous l'appelez comme vous voulez, ça a toujours été problématique, la mise en place. Écoutez, nous avons aujourd'hui des textes qui sont publiés. Prenons l'exemple du dernier texte sur la protection des données personnelles. Il y a une autorité de régulation. On vous dit, attention, le texte entre en vigueur à partir de cette date-là. 2018, ça fait déjà 1 an. Mais vous ne mettez pas en place l'autorité de régulation qui gère cette protection de données. Vous comprendrez que me dire qu'ils vont faire une task force dans le texte, ils ne l'ont pas fait. Vous pensez qu'ils vont le faire par Mais la conjoncture est un peu spéciale aujourd'hui. La conjoncture est un peu spéciale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté politique aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, non, il faut pas juger vous êtes d'accord pour qu'il...
vous êtes d'accord de dire qu'il y a volonté politique Ah oui, aujourd'hui? oui, absolument. D'accord. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Donc, on peut Heureusement, pas juger- aujourd'hui, cela change et c'est Voilà. tant mieux. Et c'est Oui. tant mieux. Simplement, il ne faut pas non plus qu'on verse dans des règlements de compte. Mais Oui, le problème, c'est que absolument. vous êtes en train de juger, de modéliser, on va dire, ou bien de prévoir la volonté politique d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a été avant, alors que les gens ont changé. Oui. Donc c'est Enfin, pour ça que changer. c'est changer au Oui, moins oui, une oui, partie. j'ai compris, Au moins une partie. Parce que c'est pas, on ne peut pas dire que c'est la même chose, puisqu'il y a des gens qui étaient au pouvoir qui sont maintenant C'est vrai. derrière les barreaux. C'est vrai. Donc la situation n'est pas la C'est même. vrai. Maintenant, ce que je l'ai dit. Je dis que donnons au moins la chance aux autorités de nous prouver qu'ils peuvent créer une telle commission et qu'une commission task force D'accord. qui peut, qu'elle soit constituée même de magistrats, Oui. c'est pas grave, une telle commission qui Spécialement puisse- mise en place pour et ça. qui va faire ce travail. Après, on juge. Est-ce qu'il y a une date de Je ne fais prescription? pas la Après, promotion a priori, des magistrats, mais le magistrat est tenu par les textes. Il est tenu par la loi. Quand il l'instruit, même dans une task force, il est tenu quand même par certaines rigueurs que n'a pas forcément un homme public, un commissaire aux comptes ou ailleurs. Il n'a pas cette obligation de respect de tel ou tel. Il sait, le magistrat sait que quand il va instruire telle ou telle affaire, dans tel ou tel dossier financier, il doit quand même faire attention aux preuves, il doit faire attention, ce qui n'est pas forcément le cas d'hommes qui ne le sont pas. Bah, c'est bien, ça va être un complément. Ça va être Il faut Non qu'il y ait seulement un complément, mais, Voilà. mais si on part de ce sens, dans ce sens, ça veut dire que même les gens de la cellule de renseignement financier qui ne sont pas des magistrats, ils ne font pas du travail savent pas faire du travail d'investigation. Ils Mais font quelle est le la travail portée? d'investigation. Ça veut dire que la police judiciaire ne sait pas le faire, ça veut dire que aussi que la Ah non, gendarmerie ne non, sait la pas le police faire. judiciaire, c'est autre chose. Vous revenez toujours au corps constitué. C'est des gens qui sont assermentés, ce sont des auxiliaires de justice. D'accord, donc Pas la même vous chose. voulez dire que c'est l'assermentation qui va faire la différence? Ah, Si c'est le bien cas, ben que bien ces sûr. gens de la task force soient assermentés, c'est tout. Quelle est la date de prescription de ce genre de crime, Chahal? Ça dépend si c'est un crime ou un délit. Si Là, on c'est n'est pas un- encore dans le crime, apparemment. Non, on est dans un délit, c'est Infraction. 3 ans. 3 ans. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les informations aujourd'hui. Donc 3 ans, on ne peut plus juger ces personnes. Non, c'est pas 3 on ans, peut pas oui, juger. allez-y, expliquez-moi. Non. Il faut ouvrir l'information aujourd'hui et ne pas laisser la procédure, enfin les 3 ans s'écouler avant d'ouvrir une information judiciaire. Mais votre affaire peut se prolonger Très bien. dans les années, ça Très bien. n'a aucune espèce. Très bien. Il faut simplement qu'il y ait Comme les information dossiers sont judiciaire. déjà ouverts, donc... Voilà, il faut qu'il y ait information judiciaire D'accord. pour que le délai de 3 ans ne disparaisse pas. Oui, monsieur Khal, allez-y. Le micro, s'il vous plaît. Micro. Merci. Ali Kahlad, je suis président de l'association des opérateurs télécoms alternatifs, donc en plein dans l'Internet, et il y a quelques mots qui m'ont interpellé, blockchain, application, nouvelles technologies. Moi, j'ai 3 ou 4 questions aux 2 panélistes et aussi quelques remarques, bien entendu. La première, elle s'adresse à M. Boukhari. Vous avez parlé d'un algorithme qui a été développé apparemment sur un logiciel. Alors, la question est très simple. Est-ce que c'est un outil d'enseignement et de recherche ou est-ce que c'est un outil qui est effectivement utilisé dans les institutions financières et en particulier la Banque d'Algérie dont vous avez parlé tout à l'heure? Ensuite, vous avez parlé évidemment du traitement du renseignement en général et vous avez fait référence à Tracfin, même si vous ne l'avez pas nommé, mais c'est clair que vous en avez fait référence. On sait, bon, Tracfin, il existe des Tracfin partout dans le monde. Tracfin, tel que je le dis, il est français à la base. C'est le traitement du renseignement et les actions que peut donner ces renseignements pour pouvoir endiguer tous les circuits clandestins, donc d'argent qui peut transiter par les différents pays. Alors, vous avez donné un chiffre tout à l'heure, vous me corrigez si je l'ai mal pris. Vous avez parlé de 1200 renseignements qui auraient été enregistrés au niveau d'une institution que j'ai pas relevée. Est-ce que c'est le ministère des Finances? Est-ce que c'est la Banque d'Algérie? Ou est-ce que c'est une institution extra, les 2 que je viens de nommer? Alors j'ai relevé ce chiffre en fait parce qu'il m'a interpellé. J'ai vérifié tout à l'heure rapidement sur Internet. On a l'avantage que 4G fonctionne, donc ça nous permet de vérifier tout de suite des chiffres. Et j'ai vu que Tracfin
enregistré en 2018 1400 signalements. Alors 1400, 1200, c'est quand même assez sympa. Si on arrive à se comporter à ce qui se passe à TracFin. C'est sympa, oui, mais est-ce que ça veut dire que réellement tout est signalé, malgré tout ce qu'on est en train de remarquer, malgré tous les dysfonctionnements et malgré tout ce qu'on est en train de vivre, hein, c'est ce qu'on est en train de vivre vient en particulier de là. À ce moment-là, ça veut dire que le chiffre de 1200 est très en deçà de ce que ça devrait être. Ou est-ce que cette institution qui est en train de travailler dans ce domaine-là est en train de bien faire son travail, mais sans mettre en pratique et aller, ce que vous avez dit tout à l'heure, aller vers donc la justice pour traiter ces cas-là. Donc la question reste ouverte. Alors, vous avez parlé, et l'assistance aussi d'ailleurs, du square et du paradoxe que cela fait, que c'est quelque chose que nous vivons depuis des années, hein, depuis au moins 60 ans, près de 60 ans. C'est en fait c'est le comble du blanchiment d'argent. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais ça continue à fonctionner. Alors, une petite anecdote très rapide que j'ai vécue il y a 3 jours dans une banque. Je voulais à tout prix transférer 1 000 € pour une parente, ma fille en fait, à l'étranger, pour l'aider, etc. Et j'essayais de voir quelle était la meilleure méthode. D'abord, j'ai essayé, les amis m'ont dit, bon, actuellement, il y a des problèmes à l'aéroport, on vous arrête, etc. Personne ne voulait le faire. Et je suis parti dans une banque niaiseusement, et j'ai un compte bancaire de Visa, bien entendu, comme la plupart des Algériens. J'ai également une carte de Visa. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, pourquoi tu te casses la tête? Mets l'argent sur ta carte Visa, et après, c'est bon. En fait, c'est un circuit de blanchiment. Normalement, je dois être passible de TracFin. Mais c'est institutionnalisé d'une manière tout à fait normale et logique. Bon, bien évidemment, est-ce que quelque part, ce type de pratique est signalé à notre TracFin à nous? C'est une question qui reste posée. Alors, il y a des propositions. Il y en a une qui a été évoquée par Petr Benmeloud, on a parlé de blockchain, mais en fait, plus simple. Actuellement, nous avons tous des smartphones, nous avons tous la possibilité de pouvoir faire plein de choses et signaler des opérations qui seraient illicites. Des applications, faites une application et faire ce qu'on appelle en anglais le whistleblowing. Le whistleblowing, donc donner un coup de sifflet et à travers une... Ce que ça veut dire, c'est les lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, voilà. À travers une application. Alors, la blockchain, de toute façon, c'est l'avenir, c'est une révolution, il n'y a pas de doute là-dessus. Malheureusement, nous, quand on ne comprend pas quelque chose chez nous, la première chose qu'on fait, on l'interdit. Hein. La blockchain est là avec nous depuis 2009, mais réellement, elle est arrivée à grands pas depuis 2016-2017 à travers la crypto-monnaie, donc le bitcoin et tous les autres crypto-monnaies. Il y en a plus de 300. Surtout Libra maintenant. Pardon ? Prochainement Libra, surtout, de Facebook. Oui, tout à fait, qui vient d'être lancé, effectivement. Mais en fait, la crypto-monnaie n'est que le pic de l'iceberg de la blockchain. La blockchain, c'est effectivement, elle est apparentée à une deuxième révolution après l'Internet. Tellement elle va changer nos vies, notre façon de fonctionner. Et j'ai personnellement commis un article il y a de cela 2 ans sur la blockchain, où j'ai dit tout ce qu'elle pouvait faire pour nous. Sachez par exemple que la blockchain est utilisée dans des pays comme le Ghana, comme le Venezuela, pour gérer tout simplement les domaines, les terrains. Elle est utilisée de plus en plus dans les sociétés d'assurance, qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents, pour gérer les contrats, parce que ça permet, le contrat est complètement il n'est pas falsifiable, et complètement transparent, et personne ne peut y toucher. Mais elle est surtout utilisée, bien entendu, dans le transfert d'argent. Parce que, en fait, pour l'histoire, la blockchain, enfin la crypto-monnaie qui repose sur la blockchain, a été inventée, j'ai mentionné une année tout à l'heure, 2009. 2009, pour ceux est-ce que les gens savent ce qui s'est passé en 2008-2009? C'est tout simplement la crise. C'est une crise quoi? C'est une crise bancaire à l'échelle internationale. Et 2007-2008, pas 2008-2009. On l'a senti en 2009, en fait 2008-2009. Disons 2009, c'est la blockchain, c'est la crypto-monnaie. Et donc ces gens-là, en particulier une personne,
a dit, bon, on va régler ce problème des banques qui ont failli, qui sont en train de nous dépouiller, qui sont en train de s'enrichir à ne plus en finir. Il va falloir qu'on trouve un autre système. Et l'autre système, c'est la blockchain, la crypto, enfin, reposer sur la crypto-monnaie. Donc, ça fait que, actuellement, on est en train d'aller doucement vers cela. Alors, pour mémoire, l'Algérie a interdit la crypto-monnaie, mais dans l'article de la loi des finances, il y a le mot blockchain qui apparaît. Donc du coup, pour celui qui ne voit pas le détail, on a l'impression que la blockchain est interdite. Heureusement que l'année dernière, le ministre des Finances, un an après, en 2018, il a dit non, la blockchain est indispensable pour notre pays. Il a récupéré. Juste pour terminer, pour vous faire sourire, la blockchain est halal. Alors pourquoi elle est halal? La raison est très simple. C'est que la crypto-monnaie est basée sur le travail, c'est-à-dire ceux qui créent cette crypto-monnaie, on appelle les mineurs, en faisant, on les apparente en fait aux mineurs Tasman qui faisaient de l'or. À partir de l'or, on crée de la monnaie, bien entendu. On adosse toujours la monnaie à de l'or, sauf chez nous. Bon. Et donc, les opérations qui se font dans la crypto-monnaie, en fait, il n'y a pas de commission et encore moins d'intérêt. C'est uniquement les gens qui créent la crypto-monnaie qui sont rémunérés. Mais rémunérés d'une manière, il y a une rémunération, donc c'est un travail qui est fourni. Donc du coup, vu que vous ne payez pas d'intérêt, vu que vous n'avez pas de commission, donc c'est halal. Voilà. Ça c'est ça qui fait que la blockchain va être réellement inclusive. Elle va mettre tout le monde d'accord, parce que même ceux qui avaient des problèmes avec l'argent, ils n'en ont plus, parce qu'elle est halal. Voilà. Merci, Monsieur le Khal. Monsieur Boukhari, vous intervenez? Oui, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de questions posées. Donc la première, c'est par rapport à l'algorithme. J'ai dit c'est l'algorithme que j'ai moi proposé, donc ce n'est pas un logiciel. Maintenant, pour expliquer, ce que j'ai parlé un petit peu de l'AML, les logiciels qui traquent le blanchiment d'argent. Donc c'est un algorithme qui est basé, donc c'est des logiciels professionnels basés sur l'intelligence artificielle, machine learning, et qui en travaillant essaye d'analyser les comportements des gens. Et non seulement il y a des pré-comportements, ça veut dire par rapport les sommes, les individus, etc. Donc ça s'appelle la gestion par le risque, mais aussi il y a un apprentissage. Ça veut dire que dès que des choses sont récurrentes, des tendances pas présentées, mais pas modélisées, mais sont reconnues. Par exemple, des tendances sont reconnues. Ça devient une nouvelle règle de suivi. Donc c'est ça par rapport à ça. Par rapport maintenant à la question que vous avez posée par rapport au nombre de chiffres, c'était, je crois, 1239, si j'ai bonne mémoire. Attendez, là, voilà. Donc c'est 1239 déclarations de soupçons des banques et 184 rapports. Donc le total, ça nous fait à peu près les 1400 confidentiels de certaines administrations, notamment la Banque d'Algérie. Maintenant, quand vous avez parlé de TRACFIN, parce qu'il y a une coopération entre cette cellule qui est la cellule de renseignement des transactions, le CTRF, qui fait la relation entre elle et elle coopère avec les autres centres de renseignement financier, donc aussi le traitement des renseignements financiers, qui coopèrent avec les autres. Automatiquement, dès qu'il y a quelque chose ou qu'il y a des soupçons à l'international, elles peuvent communiquer l'information. Et c'est aussi l'inverse. Dès que, par exemple, le CTRF français a des soupçons sur quelque chose, il peut demander des informations. Donc il y a un flux dans les deux sens. Question subsidiaire. Vu que vous venez de rectifier, vous êtes passé de 1239, vous avez rajouté 184, ça fait 1400, et le chiffre que j'ai de TRACFIN, c'est 1400. Ma question, est-ce que ça veut dire que tout le TRACFIN français est algérien? Non, j'ai dit que c'est une simple coïncidence parce que quand on donne l'information pour l'étranger, ça veut dire que nous avons besoin d'informations. Donc il y a l'inverse. Ça peut correspondre, ça ne peut ne pas correspondre. Ça dépend donc les échanges d'informations qu'il y a entre les deux. C'est une coïncidence. Non, pour moi c'est une coïncidence. Sinon c'est affolant. Non, pour moi c'est une coïncidence parce que ça n'a pas un lien direct. Parce qu'il faut comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de chaque banque, il y a déjà un responsable de ce logiciel, le CIRAN. Donc lui, il le met en place. Quand ce logiciel est mis en place, on introduit les données de chaque client, quand il ouvre un compte, quand il fait une opération, etc. Et puis ce logiciel,
signale automatiquement ces problèmes. Quand un problème est signalé, la Banque centrale, quand elle voit qu'il y a un problème, elle rappelle, donc elle envoie un texte à la banque en lui disant « Expliquez-nous, donnez plus d'informations sur cette personne parce qu'il y a, sous 48 heures par exemple, donnez cette information. » Et quand c'est avéré qu'il y a un soupçon, là, on envoie le dossier à la CTRF qui prend en charge ce dossier. Ça, ce sont les normes. Mais est-ce que ça se fait comme ça? Non, c'est comme ça. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des études qui ont été faites en Algérie par nos étudiants qui ont montré que dans certaines banques, je ne citerai pas la banque, le signalement n'est pas fait. Où ce travail n'est pas correctement fait. Et malheureusement, c'est une banque publique qui n'est pas correctement fait. Il y a c'est-à-dire il y a Par volonté, peut-être des écarts critiques entre la loi 0505, ce qu'on appelle KYC, Know Your Customer, contre son client. C'est-à-dire il y a un ensemble de choses qu'il faut faire, et cet ensemble de choses, c'est pas tout. Une partie est faite, une partie n'est pas faite. Très bien. Donc ça veut dire déjà. Moi, je voudrais aussi rebondir sur. Tout à l'heure, monsieur a parlé des signes extérieurs de richesse. Moi, je dirais plutôt. Oui. Je dirais plutôt, c'est pas les signes extérieurs. Vous êtes venu, vous avez pris une fonction publique, vous avez signé une déclaration sur l'honneur, votre patrimoine. Et ces personnes-là arrivent avec un appartement, et au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ils se retrouvent avec un patrimoine énorme. Moi, ces gens-là, je leur demande des comptes. Comment vous avez fait pour acheter des villas de ce montant-là? Moi, je sais que, je dis en tant que citoyenne, je suis avocate, je suis une profession libérale, donc je suis censée gagner des sous. Mais il y a des personnes que je connais qui n'avaient absolument pas les mêmes moyens que moi et qui se sont retrouvées à la tête d'un patrimoine énorme, alors que ce sont des personnes publiques. C'est des fonctionnaires, c'est des agents, c'est des X. On doit leur poser des questions. On doit leur poser des questions. D'où, dans tous les pays du monde, dès qu'il y a une différence, effectivement, sur le niveau de vie, etc., on commence à se poser des questions. Ça, c'est un travail qui doit être fait par les juges. Mais en principe, là aussi, parce que la CRF travaille avec les domaines aussi. C'est-à-dire, en principe, dès qu'il y a changement, il y a des éléments. Oui, non, la loi prévoit tout. Donc, il y a un travail. La CTRF travaille avec les domaines, travaille avec la Banque d'Algérie, avec l'IGF, etc., avec les services de renseignement. Donc, il y a toute une organisation. Donc, les alertes sont là, mais le suivi de ces alertes ne se fait pas forcément. Peut-être c'est complexe, peut-être aussi une question, est-ce que les domaines aussi, je prends le cas des domaines, est-ce que tout est informatisé, je ne sais pas, est-ce que tout est cadastré, je ne sais pas, donc ça, il faut... Très bien. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser le blockchain? Ça, c'est une autre histoire, c'est une technologie qui est bien. Très bien. Une dernière question. Et permettez-moi, justement, je reviens un petit peu sur la loi de finances, parce que, en fait, en Algérie, plus on est contre les crypto-monnaies que le blockchain. Le blockchain, en tant que technologie, peut-être une erreur s'est glissée dans la loi de finances, mais c'est surtout contre la crypto-monnaie qu'on parle, le bitcoin. Et vous connaissez très bien les écarts des cours du bitcoin qui passent de 1 000 euros à 20 000 et puis qui redescend à 1 000, à 1 500. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, même le gouverneur de la Banque centrale et même le gouverneur de la BCE sont pour l'instant contre les crypto-monnaies. Ils n'acceptent pas pour l'instant la crypto-monnaie. Et si je reviens à la Libra qui commencera à partir de 2020, hier seulement, avant-hier, je ne me souviens plus, je lisais déjà un document des gouverneurs des banques centrales européennes, donc de France, etc., et la BCE qui se disent qu'ils sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce Libra. Et alors que vous savez très bien que la monnaie, c'est un élément de souveraineté et qu'on ne peut pas le donner à une entreprise privée, qui est Facebook. Hein? Pour moi, ça sera une catastrophe parce que là, ça veut dire si on accepte ça, on va créer un nouveau pays qui s'appelle Facebook, qui sera supranational, et nous aurons, il faut imaginer, il y aura des transactions sur Facebook que la Banque centrale ne pourra même pas contrôler. Et bonjour le blanchiment d'argent. Parce que vous pensez qu'avec le système classique, on a pu contrôler quand vous voyez le scandale des subprimes aux États-Unis. Mais vous l'avez très bien dit. Quel scandale aux États-Unis? Le scandale des subprimes.
Non, ça, c'est autre chose. Oui, Ça, mais c'est la quoi? crise C'est financière. qui la crise financière? Pourquoi? Attendez. C'est les banques. Je reviens un petit peu. Les banques. Maintenant, on a changé de Je sujet. On va suggère rester dans le qu'on fasse le prochain forum sur la Voilà. blockchain, les crypto-monnaies. Donc on prend une dernière question et après on clôturera la conférence. Oui, vas-y. Je voudrais revenir sur les alertes. Oui. Ces alertes existent depuis les années 80. Le célèbre slogan des années Shadley, Min ataka hada. Bon, je reviens à la question d'actualité. C'est-à-dire, à cet instant-là, il y a une opération qui s'opère. Une surfacturation qui est en train de s'opérer, certainement. Mais comment il faudrait penser, l'urgence, ça serait comment stopper ces surfacturations? Il faut que les personnes qui ont connaissance... Je termine, pardon. Oui. Du moment que ce n'est plus un secret polichinelle, depuis quelques années, ceux qui sont derrière ces surfacturations ont trouvé le moyen de contourner. Ils ont créé leurs entreprises à l'étranger, ils se font livrer leurs marchandises. C'est-à-dire, mais maintenant, il ne sera plus possible de démontrer qu'il a fait une surfacturation. Parce qu'il va se dire, c'est mon matériel, je l'ai vendu à une entreprise algérienne qui lui appartient. Oui, mais ça n'est pas normal non plus. Hein. Oui, mais c'est pas normal non plus, ça. Ils ont trouvé la ça combine. déjà, c'est une infraction, ça. Ils ont trouvé la combine. Oui, mais combien même ils liquident ces sociétés, elles ont cette existence à l'étranger que vous pouvez retrouver. Oui. Vous pouvez retrouver les informations. Il ne faut pas croire que... Mais rien n'interdit de vendre la marchandise X à un prix qu'il a décidé. Rien n'interdit. Oui, mais bon, ça c'est ce qu'on appelle les opérations triangulaires. Donc ça relève aussi... vous n'avez pas le droit de le faire dans d'autres pays. Ces 4 dernières années, ça s'est développé. Bien sûr. Bien. Merci. Est-ce que c'est possible d'avoir un mot de la fin de nos deux invités pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit? Oui, alors pour ma part, en tant qu'avocate, moi ce que je conseille, c'est d'avoir une vision très très large sur des dossiers de corruption, de blanchiment, de trafic d'influence, de transfert illicite. Il est indispensable d'avoir des dossiers qui soient bien constitués pour pouvoir effectivement avoir un espoir qu'on puisse rapatrier les fonds qui ont été transférés vers l'Algérie. Ce n'est pas une chose facile. D'accord. Il faudrait qu'il y ait non seulement les personnes qui sont incriminées, il faut qu'elles parlent, il faut qu'on arrive à négocier aussi avec elles pour qu'elles donnent les informations. Et dans tout ça, ce n'est pas une tâche facile. Il faut que la population sache que c'est vrai, que s'il y a eu des choses qui se sont faites, ça ne se fait pas en une journée. Toutes les révolutions qu'il y a eu, comme on dit le célèbre adage, Rome ne s'est pas fait en une journée. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on ait à l'esprit qu'on va aller vers un mieux. Et c'est ça qui doit importer. Parce que s'il rentre en prison et que pour autant je ne récupère pas l'argent, ça ne sert à rien. Ça n'est pas intéressant pour nous. Très bien, merci. Il faut utiliser tous les moyens. Les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, ont moins peur qu'avant. Avant, lorsqu'un lanceur d'alerte dénonçait un marché qui était donné d'une façon illégale, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup qui ont dénoncé cela et qui se sont retrouvés poursuivis, qui se sont retrouvés à l'étranger. On a le cas d'un haut cadre de la Sonatrach qui a été obligé de partir parce qu'il avait dénoncé des malversations au niveau de Sonatrach. Il faut que les gens continuent. C'est le bien de ce pays, c'est le bien de l'Algérie. Il faut que les gens apprennent à faire ça. Ce n'est pas de la délation, ce sont des lanceurs d'alerte. Il y a une différence fondamentale entre délation, je vais calomnier un voisin, je vais dire, et ça n'est pas vrai. Non, je parle de véritables lanceurs d'alerte qui parlent de dossiers parce qu'ils ont vu. Il y a des gens dans des sociétés, mon Dieu, dans toutes ces sociétés qui existent, il y a beaucoup de gens honnêtes. Dans les administrations, il y a beaucoup de gens honnêtes. Il y a beaucoup de magistrats honnêtes, contrairement à ce que l'on pense, parce qu'on dit la justice est pourrie. Elle se limite à quelques-uns, elle ne se limite pas à l'ensemble. Donc ça, il faut faire très attention, ne pas faire d'amalgame. Et il faut que la société civile se réveille aussi. Quand on va chercher un acte de naissance, il faut aussi que la population arrête de payer le gars pour avoir un acte de naissance.
ou un certificat, ou un ceci, ou cela. Il faut aussi, c'est toute une culture que nous devons avoir, gouvernants et gouvernés. Mais chérie, les gouvernants. Merci, madame. Monsieur Boukhari. On a juste... On va laisser monsieur Boukhari clôturer. Et après... Oui. Juste une phrase que je voulais qu'on dise. Il faut préserver les entreprises. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas abordé on a oublié ce sujet qui est fondamental. Aujourd'hui, il y a des entreprises économiques qui appartiennent à certains qui sont en prison. Elles sont dans la tourmente. Il faut faire très attention parce que si ces entreprises coulent, c'est des millions d'Algériens qui se retrouvent à la rue. Et c'est pas bon. Il y a des mécanismes de redressement de ces sociétés. Et il faut les préserver. Il faut changer, bien sûr, il y a des techniques juridiques, et notamment en droit des sociétés, qui permettent certaines mesures à prendre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut avoir à l'esprit que quand une société coule, c'est tous ses employés qui coulent avec. Et ce n'est pas le but. Merci, madame. On va laisser monsieur Boukhari clôturer. Après, vous aurez vos... Monsieur Boukhari, oui. Pour ma part, je pense qu'il y a un constat aujourd'hui, qu'il y a une volonté politique... d'aller de faire main propre, c'est-à-dire une politique de main propre où on essaye de voir qui sont les gens qui ont détourné de l'argent et pourquoi ils récupéraient ces sommes. J'espère que, je pars du postulat que cette politique se poursuivra, si c'est vrai, si ça se confirme. Donc, j'appelle les autres autorités à encourager, à épauler les organismes qui sont en train de travailler. J'ai cité la CTRF, on peut citer l'organe de lutte contre la corruption et tous les autres organes à faire leur travail correctement, sans pression. Et je souhaite, pour ma part aussi, vu les délais, vu le problème de temps que nous avons, de créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une task force pour qu'on puisse justement récupérer dans les meilleurs délais l'argent qui a été dilapidé ou bien qui a été détourné surtout vers l'étranger, parce qu'en Algérie, on peut les récupérer autrement. Voilà ce que je voulais dire. Merci, M. Boukhari. Merci à notre invité. C'était très intéressant et on espère avoir répondu à certaines questions. Merci à vous. Merci.